Fondé en 2004 par la cinéaste Manon Barbeau, le Conseil de la Nation Atikamekw et le Conseil jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador, le Wapikoni Mobile a pour mission de promouvoir l'expression des Premières Nations, des Inuits et des Métis et de contrer les préjugés par le biais de la création cinématographique et musicale et la diffusion des œuvres. Grâce à ses studios de création mobile et virtuelle, le Wapikoni offre un accompagnement personnalisé aux talents autochtones et contribue à leur développement personnel, professionnel et créatif dans le respect de leur souveraineté narrative. Wapikoni met également à leur disposition un service de distribution soucieux de faire rayonner leurs œuvres à travers le Canada et le monde entier, favorisant la transmission du savoir et la sensibilisation aux réalités des premiers peuples. Depuis sa fondation, le Wapikoni a permis à plus de 6000 participantes et participants provenant de 36 nations et 89 communautés dans le monde de s'exprimer par un projet créatif. Plus de 2000 œuvres audiovisuelles ont été réalisées et 217 prix ont été décernés à la collectivité artistique. Chaque année, le Wapikoni participe à plus de 250 activités de diffusion dans les festivals et divers événements au Québec, au Canada et à travers le monde. De 2019 à 2022, Wapikoni a effectué un travail collaboratif avec la Cogeancie, une agence engagée dans des projets structurants et stratégiques de découvrabilité numérique dans le domaine des arts et de la culture. Fondée en 2016 par André Harvey et Véronique Marino, la Cogeancie a développé un savoir-faire et une expertise unique pour guider les artistes et les organismes culturels qui souhaitent valoriser leurs données et les rendre pérennes. En plus de Wapikoni, la Cogeancie a accompagné divers organismes culturels québécois et canadiens afin de les aider à accroître la découvrabilité de leurs membres ou leurs œuvres et artistes, notamment Kapakoa, le Conseil québécois du théâtre, la Fédération culturelle canadienne-française, l'Alliance des producteurs francophones canadiens, le Front des réalisateurs indépendants du Canada, Musique nomade, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour parler de cet exemple de Wapikoni, cet exemple de transformation organisationnelle, nous avons deux invités. Nous parlerons à André Harvey, qui, après avoir occupé des postes de direction conseil stratégique et chargé de projet au sein d'Agence Web à Montréal, André Harvey a cofondé la Cogeancie et nous lui parlerons dans un instant. Mais d'abord, nous irons rejoindre Laurence Richard, qui aujourd'hui est directrice des services de diffusion et de développement professionnel après avoir vécu plus de 10 ans à œuvrer au développement de partenariats et de financement de projets qui mettaient et mettent toujours en valeur la culture et les arts comme outil de transformation sociale. Alors, dans un instant, Laurence Richard. Laurence Richard, bonjour. Bonjour. Laurence, pourquoi on choisit de réunir ces données? Et donc, dans votre cas, pourquoi vous avez choisi de réunir vos données? Oui, très bonne question. En fait, nous, on a choisi de réunir nos données parce que c'est quelque chose qui devenait vraiment essentiel pour assurer une meilleure circulation de l'information entre nos différents secteurs d'activité dans l'organisme. Donc, au Wapikoni, nous, on a à la fois des ateliers de création sur le terrain, mais on a aussi tout un service de distribution qu'on offre, puis une grosse collection de courts-métrages qui ont été créés avec le temps. Puis pour assurer ces services de distribution-là, puis assurer aussi les ateliers de sensibilisation qu'on offre, les tournées de diffusion qu'on organise nous-mêmes, c'est essentiel d'avoir une bonne connaissance sur les films, sur nos participants. Quand on parle de données, là, on parle de données à la fois démographiques sur nos participants, donc on va parler de leur nation, leur communauté, leur âge, leurs coordonnées, leur biographie. Après ça, on a toutes les informations qui concernent les films qui sont assez vastes aussi, là, l'année de production, la durée, le genre, les synopsis, tous les documents légaux aussi qui nous permettent, qui nous donnent le droit de les distribuer après en festival puis de les diffuser dans différents contextes. Donc, c'est sûr que nous, avec les années, ça fait une quantité assez substantielle d'informations qu'on a à gérer. Ça fait 18 ans qu'on fait des ateliers de création. Donc, comme je le disais, on a environ 1300 courts-métrages dans notre collection. On les diffuse on fait des soumissions dans environ 2000 festivals ou autres événements par année. Donc, c'est beaucoup d'informations à utiliser pour nos équipes. Puis les fichiers Excel qui avaient été créés au fil du temps,
au départ qui n'étaient pas standardisés, ben ça nous permettait plus d'avoir une bonne vision d'ensemble de ce qu'on fait pour pouvoir analyser notre travail, planifier nos stratégies de diffusion, de distribution. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un moment ou une situation qui vous a fait prendre conscience que fallait le faire? Il n'y a pas nécessairement un événement précis qui a enclenché ça, mais c'est sûr que c'est beaucoup venu du travail de notre équipe de distribution, où eux, ils travaillaient sur un seul gros fichier Excel qu'on appelait le tableau de la vie, qui est la vie des films, en fait, qui suit le parcours des films en festival. Puis ça devenait vraiment extrêmement difficile à gérer, d'avoir toutes ces informations-là sur un seul grand tableau, d'avoir les coordonnées de nos participants ailleurs, parce qu'il y a des liens qui se créent aussi en notre équipe de distribution avec nos participants pour s'assurer qu'ils sont d'accord qu'on diffuse leurs films dans un contexte X ou Y, qu'on les informe de toute façon aussi du parcours de leurs films. Donc, ça devenait vraiment compliqué à gérer avec des années et des années compilées dans un seul gros fichier Excel. Ça devient difficile de gérer le patrimoine. Maintenant, une fois que vous faites ce constat-là, que vous choisissez de dire, OK, on va réunir nos données, de quelle manière vous vous êtes pris pour arriver à faire ça? Oui, ben c'est sûr qu'on a fait affaire avec un premier consultant au départ qui est Yves Otis, vraiment parce qu'on avait besoin de faire un premier diagnostic, d'avoir une vision externe aussi sur, bon, c'est quoi nos outils qu'on utilise, quelles données on utilise, comment on les utilise, qui doit les utiliser. Donc, il y a un premier diagnostic qui a été fait avec nos outils de travail qu'on utilisait déjà, des entrevues qui ont été faites avec les différentes équipes pour bien comprendre les besoins aussi. Puis, à partir de là, ce consultant-là nous a proposé de développer une base de connaissances qui est de type wiki, donc pour regrouper les informations qu'on a besoin d'utiliser. Ça a pris un travail assez colossal, je dirais, de nettoyage de données, de tri, il a fallu vraiment passer à travers tout ce qui existait, éliminer les doublons, s'assurer de standardiser aussi, puis de se donner une méthode pour bien documenter nos données dans cette nouvelle base de connaissances-là. La complexité, souvent, vient avec le fait que, par exemple, avec les nations, avec les participants qui travaillent de différentes nations, ben, les noms des nations, des fois, ils s'écrivent de différentes façons. Les noms des communautés s'écrivent de différentes façons. Il y a des artistes aussi qui ont fait plusieurs films avec nous, qui, au fil des ans, ont choisi de changer leur nom, d'adopter un nom d'artiste en se réappropriant leur langue, leur culture. Fait qu'il faut être capable aussi de regrouper toutes ces informations-là quand on fait des recherches après pour pouvoir trouver, bon, ben, je veux tous les films qui sont de la nation Anishinaabe, ben, il faut qu'ils soient tous réunis à la même place. Fait que c'est d'une grande complexité puis ça a pris quand même beaucoup de temps. La même chose pour tout ce qui est du parcours des films, les noms des festivals, tout ça, des fois, sont pas écrits de la même façon d'une place à l'autre. Fallait vraiment standardiser ça, réunir l'information d'abord pour pouvoir utiliser cette base de connaissances-là par la suite. Hey, c'est fou tout le travail que vous aviez à faire. Mais là, à un moment donné, je comprends qu'à l'interne, ça devient important de le faire, mais je présume que pour la découvrabilité aussi de tout votre catalogue, votre patrimoine, ça aussi, ça c'est un aspect qui est important là-dedans. Oui, effectivement, ça a été un peu... quand on s'est lancé dans ces démarches-là, on commençait à parler de découvrabilité un peu, mais c'était pas le premier besoin qu'il y avait identifié. Mais ça a été vraiment la base après de la collaboration qu'on a eue avec la Cogenci pour toutes nos démarches de découvrabilité, parce que le fait de réunir tout ça dans un wiki qui utilise déjà aussi le même langage que de la découvrabilité qu'on avait besoin d'utiliser par la suite, bien, ça a été vraiment bénéfique. Puis effectivement, c'est une façon de mieux faire rayonner notre collection, de mieux la faire découvrir. C'était vraiment un préalable, tout ce travail-là de réunir nos données dans un seul endroit. La découvrabilité, c'est quelque chose qui est vraiment important pour un organisme comme le nôtre au Wapikoni parce que, bon, dans un contexte où le contenu culturel maintenant se partage de plus en plus en ligne sur des plateformes de streaming, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important qu'un organisme comme le nôtre qui représente plein d'artistes autochtones, les voix autochtones, qu'on puisse vraiment parler ce langage-là puis investir ces espaces-là, puis avoir une présence aussi dans cet environnement numérique-là. Je reviens à ma question précédente quand vous parliez de comment vous avez fait ça. Ça a été quoi les questions que vous vous êtes posées au départ avant de vous lancer là-dedans? Ou en entamant les premières étapes? Ben, ouais, c'est ça, je dirais, c'est en entamant le processus qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées. Parce que c'est sûr que une des préoccupations qu'on a quand on parle des données, c'est vraiment la responsabilité au niveau éthique qu'on a, je dirais, avec nos participants, avec les communautés avec lesquelles on travaille.
Les données comme telles ne nous appartiennent pas, ça appartient d'abord aux participants, aux réalisateurs. Puis c'était important de prendre ça en considération, dans le fond, quand on a construit notre base de connaissances. Puis notre base de connaissances, à la base, c'est sûr, c'est des informations qui sont partagées à l'interne dans l'équipe pour faciliter notre travail. Mais après, quand on s'est mis à penser à la découvrabilité puis à rendre publiques certaines informations, c'est là que ça devenait une réflexion vraiment très importante qu'il fallait bien documenter dans notre base de connaissances. Quelles informations on peut rendre accessibles, lesquelles on peut pas rendre accessibles, mais en fonction aussi du souhait des participants. Parce que dans le fond, nous, on a un rôle un peu, une relation un peu particulière, je dirais, comme producteur, dans le fond, avec nos participants, qui est un peu atypique. Puis c'est la même chose pour notre service de distribution, où on travaille avec des participants qui sont pas tous des artistes ou qui soient artistes de la relève ou professionnels. On a aussi des participants qui viennent à nos activités de création qui n'ont pas nécessairement l'intention de devenir des artistes professionnels, de diffuser leurs films partout. Puis il faut être vraiment à l'écoute de qu'est-ce qu'ils voulaient faire, c'était quoi leur intention en créant ces films-là. Donc c'est arrivé par exemple que des participants fassent un film sur un sujet très personnel, puis ça leur sert vraiment dans leur parcours de vie à eux. Ça a été une expérience positive, mais après, ils vont nous dire, je veux plus qu'il soit distribué en festival ou ça me représente plus maintenant. Donc, il faut vraiment rester à l'écoute des participants, puis s'il y en a qui veulent pas avoir cette notoriété-là, puis que leur film soit plus découvrable en ligne, faut pouvoir l'indiquer puis bien le documenter aussi. Donc, ça a été beaucoup des questions importantes. Là. Qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce qu'on partage pas, comme dans notre base de données. C'est intéressant quand on pense à une base de données, puis il y a toute la partie humaine, puis de respect de l'autre aussi. On pense pas nécessairement à ça quand on est dans l'établissement d'une base de données. Là, c'est intéressant. C'est pas que des chiffres. Il y a les films et les histoires de chacun aussi derrière ça. C'est intéressant parce que c'est un élément qui est important, le volet humain. Mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux majeurs que vous avez rencontrés quand vous avez rassemblé toutes ces données-là? Oui, je dirais que tout ce processus-là, ça demande beaucoup de temps puis de patience, puis c'est un processus qui doit impliquer quand même beaucoup de gens dans l'organisme. On fait affaire avec des experts à l'extérieur parce qu'on n'a pas nécessairement l'expertise à l'interne, mais après, il faut s'assurer qu'il y a une bonne transmission des connaissances qui se fait dans l'équipe, que toute l'équipe s'approprie ces outils-là, sache comment les utiliser, pourquoi on les utilise, parce que si on veut bien les adopter, c'est important de bien les comprendre. Donc, c'est sûr que au départ, on avait une seule personne dans l'équipe principalement qui travaillait avec les experts de la Cogency. Puis à un moment donné, si cette personne-là quitte l'organisme, il faut s'assurer quand même qu'il y a un transfert qui se fasse puis que l'équipe puisse continuer d'utiliser ces outils-là par la suite. Donc ça a été des défis un peu tout au long là, de se questionner sur qui apprend quoi, qui fait quoi, mais qu'il y ait une bonne transmission des connaissances, là. Laurence Richard, si je vous posais une dernière question qui pourrait aider les gens qui nous écoutent présentement, si vous aviez des conseils à donner pour les organismes qui aimeraient amorcer un virage numérique comme le vôtre et de travailler justement à ramener toutes ces informations-là qu'ils ont générées dans le passé, ramener ça dans un même endroit qui peut par la suite servir encore à l'organisation, ce serait quoi ces conseils-là? Je dirais que c'est vraiment important de s'entourer d'experts pour commencer, d'aller chercher les gens qui peuvent nous guider dans ce processus-là, parce que c'est un processus qui est assez complexe, puis on réalise en mettant le pied là-dedans que c'est de plus en plus complexe, puis il y a toujours des nouvelles questions qui se posent. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher des experts pour nous accompagner là-dedans. De prendre le temps aussi puis de s'armer de patience parce que c'est un processus qui nécessite qu'on se pose ces questions-là, qu'on prenne le temps d'y réfléchir avant d'entamer tout le processus. Donc, ce serait vraiment ça, puis d'assurer qu'il y ait un bon transfert aussi des connaissances à l'intérieur de l'équipe puis qu'on s'assure de planifier bien qui va s'occuper de quoi par la suite, comment on va faire vivre cette base de données-là, cette base de connaissances-là, ou nos stratégies de découvrabilité, là, comme on est en train de le faire en ce moment. Merci d'avoir partagé votre expérience. Je suis persuadée qu'il y a bien des gens qui nous écoutent qui se disent « Ah, ouais, OK, c'est ça ». Laurence Richard, je le rappelle, vous êtes directrice des services de diffusion et de développement professionnel chez Wapikoni. Merci d'avoir été là. Merci. André Harvey, bonjour. Bonjour Bruno.
André, la Cour Jancy a travaillé en étroite collaboration avec Wapikoni. Quel a été le travail afin de rendre découvrable le catalogue de films produits par Wapikoni? En fait, quand Wapikoni nous a rencontrés, la Cour Jancy, leur souci, eux, en fait, c'était de rendre découvrable, effectivement, le catalogue des films qui ont été produits par Wapikoni depuis qu'ils existent. Et nous, pour commencer, on a fait un diagnostic de présence numérique. Donc, on a regardé, quand on faisait des recherches sur Google, qu'est-ce qui ressortait comme information. Et ce qu'on a trouvé, c'est que, dans le fond, Wapikoni bénéficiait d'une excellente notoriété parce que, bon, ça fait longtemps que ça existe. Ils avaient un bon site web à l'époque et tout ça qui était bien indexé, bien référencé. Mais c'est un peu comme l'arbre qui cachait la forêt. On pouvait absolument pas savoir, à moins d'aller sur le site web, là, mais on pouvait pas savoir quels étaient les films qui avaient été produits, ni quels étaient les cinéastes qui avaient réalisé ces courts-métrages-là, parce qu'il s'agit d'un catalogue de courts-métrages. Alors, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on leur a proposé, dans le fond, de téléverser leur catalogue de films et de cinéastes dans Wikidata. Parce que comme on le sait, Wikidata, c'est un espace clé de découvrabilité numérique. C'est une grande base de connaissances mondiale. Comme Wapikoni avait déjà entrepris une démarche pour structurer leurs données, parce qu'il faut savoir qu'au départ, Wapikoni fonctionnait comme la plupart des organismes culturels et même des entreprises. Tout le monde fonctionne habituellement avec des bases de données internes, des bases de données fermées et privées. Eux, dans leur cas, on parlait de fichiers Excel et de fichiers Word sur des ordinateurs individuels. Donc, beaucoup d'échanges de courriels, beaucoup de copier-coller, avec le roulement, s'il y avait un roulement de personnel, changement de personnel, perte d'informations, perte de temps à rechercher de l'information, etc. Donc, ce qu'ils ont entrepris depuis quelques années, c'est de mutualiser leurs données à l'interne dans ce qu'on appelle un wiki. Donc, dans leur cas, un wiki sémantique, c'est-à-dire dans le même langage qui sous-tend Wikipédia et Wikidata, qui sont des projets de la Wikimedia Foundation. Ayant fait ça, eux, ils ont fait tout un travail à l'interne basé sur leur processus de travail et sur les équipes et comment les équipes communiquaient entre elles dans le vrai monde. Là. Et là, ils ont construit leur wiki en fonction de ça. Ils ont tout rassemblé dans une même base de données, dans un format sémantique, les informations qui étaient utiles à chacune des équipes de Wapikoni. Fait que ça, c'était très, très bien parce que nous, ça a facilité notre travail. Parce que, dans le fond, ce qu'on a eu à faire, c'est d'extraire une partie de leur base de données. Et comme leur wiki est en sémantique et Wikidata est en sémantique, donc il y avait moins de traduction à faire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc sorti un extrait et là, on a vérifié, on a fait des correspondances ou des corrélations entre la structure des données de Wapikoni et la structure de données de Wikidata. Tout ce qui correspondait, bien évidemment, on l'a gardé. On a fait aussi, avant de faire l'export des données, on a fait un nettoyage des données. Qu'est-ce que ça veut dire, un nettoyage des données? Bien, ça veut dire uniformiser les données. Par exemple, pour la graphie des titres de films, il y a des règles de graphie dans la Wikimedia Foundation, donc dans Wikidata, Wikipédia. Donc, il y a quelqu'un à l'interne qui a fait donc ce nettoyage-là des graphies. On a fait aussi le nettoyage dans la façon de décrire les films, par exemple, ne serait-ce que pour la durée, est-ce que c'est en noir et blanc, en couleur, c'est pas écrit nécessairement de la même façon d'un film à l'autre, donc tout a été comme uniformisé, ça c'est ce qu'on appelle l'étape de nettoyage. Puis ensuite, une fois qu'on a fait les corrélations, on a donc exporté les données dans Wikidata. Mais avant de peser sur le bouton, on leur a demandé, êtes-vous bien sûr que tout ce qu'on a là, on peut le publier. Parce qu'une fois publié dans Wikidata, c'est définitif. Là, ça part dans l'Internet. Puis, donc, il faut vraiment s'assurer que les données sont... on a la permission de publier ces données-là, surtout que les données ne nous appartiennent pas. Et là, Wapikoni a dit non, arrêtez tout. Dans le fond, on se rend compte que certains films, les cinéastes ont demandé expressément de ne jamais transmettre les métadonnées de leurs films, donc de dire que leur film existait. Ça, c'était pour des raisons personnelles, puis c'est parfait comme ça. Sauf que
Nous, on a dit parfait, mais il faut nous indiquer ces films-là. Et eux, quand ils sont retournés dans leur base de données, ils se sont rendus compte que c'était pas nécessairement bien indiqué. Et que l'information était dans la tête de certaines personnes et c'était pas dans la base de données. Donc, ils ont dû faire un travail de correction de ce côté-là. Et là, une fois que ça a été fait, on a pu identifier une liste de peut-être une vingtaine de films qui était absolument pas question qu'on publie quoi que ce soit. Donc, phew! Là, c'est là, moi, que je me suis rendu compte que, si on travaille avec des données, avec divers organismes, mais on a l'impression que les données, c'est quelque chose de froid. Mais les données, c'est relié à des humains, c'est relié à des œuvres, c'est relié à des lieux, ça raconte une histoire, des données. Donc, c'est important de toujours vérifier que les données avec lesquelles on travaille, les gens à qui elles appartiennent, évidemment, sont d'accord avec le fait de les publier. Parce que quand les gens acceptent ça, c'est merveilleux parce que là, on s'ouvre sur l'international. Comme le catalogue de films de Wapikoni était enfermé dans un wiki, mais là maintenant, en les mettant dans Wikidata, ils rejoignent la base de connaissances internationale qui est Wikidata et qui est connectée avec Wikipédia, qui est connectée avec Wikicommons et qui se connecte aussi avec les assistants vocaux. Donc, c'est un très grand vecteur de découvrabilité. Je trouve ça intéressant parce que vous nous avez amené à travers le moyen fleuve tranquille, pour pas dire un long fleuve tranquille, parce que ça s'est quand même fait dans une période raisonnable. Mais si je vous demandais les étapes importantes, là, si vous aviez à en donner 4 ou 5, ce serait quoi dans le cheminement, puis qui reviennent finalement chaque fois qu'on a à faire ce genre de travail? Oui. Alors, la première étape, du côté de l'organisation, c'est évidemment d'avoir des données. On s'entend, ça n'a pas de données, on peut pas rien faire. À partir du moment où les organismes ont des données, la première étape importante, c'est d'en faire le nettoyage. Et le nettoyage, ça veut dire d'uniformiser la façon dont les données sont écrites. Deuxièmement, ça c'est du côté de l'organisme. Maintenant, du côté de la Cogencii, ce qu'on s'assure de faire, c'est de vérifier donc la concordance, la corrélation entre la structure des données de l'organisme et la structure de données de Wikidata pour pouvoir ensuite définir quelles données on peut verser dans Wikidata. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc on peut procéder au téléversement des données dans Wikidata et ça c'est du côté de la Cogencii que ça se passe. Après une validation de la part de l'organisation, oui, ça on l'a bien compris. Ouais. Oui, effectivement, oui. Alors, on doit avoir le go final parce que après c'est définitif. Puis nous, ce qu'on ajoute comme étape, qui est vraiment particulier à la Cogencii, c'est qu'on fait de la formation. Donc, dans le cas de Wapikoni, on les a initiés à Wikidata sur c'est quoi Wikidata, comment on rentre des données là-dedans, comment ça s'inscrit dans leur grande stratégie numérique, pour qu'une fois que nous, quand on est parti, qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent continuer eux à téléverser des films, parce qu'eux, ils en produisent une 50aine par année des nouveaux courts-métrages. Donc, pour pas que la démarche s'arrête après notre départ. Donc, on fait de l'accompagnement, on fait de la formation, on s'assure que quand on quitte, les gens sont autonomes pour continuer. Et dans le cas de Wapikoni, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a créé un petit outil qui fait la corrélation entre leur base de données et Wikidata. Donc, s'il y a un roulement de personnel, s'il y a une nouvelle personne qui rentre en poste, elle peut activer cet outil-là et ça fait la corrélation. Et là, elle se retrouve avec un tableau de bord où elle peut voir quelles sont les données de Wapikoni qui sont dans Wikidata, qu'est-ce qui est pareil, où est-ce qu'il y a des trous. Puis là, elle peut combler les manques si elle le veut. Et ça lui permet vraiment d'être autonome, puis de pouvoir piloter là, son téléversement de données dans Wikidata. Donc ça, c'est une étape, je dirais, qui est particulière à nous. Nous, à la Cogencii, on tient beaucoup à ça, à encadrer, accompagner, former, pour que les gens puissent continuer à s'occuper de leur découvrabilité. Quand vous nous avez parlé du travail que vous aviez fait, vous avez effleuré le sujet, puis je veux revenir là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Avant, pendant et après, là, quand on embarque dans un projet comme celui-là, quels sont les enjeux qu'on rencontre quand on parle d'éthique et de la publication de données?
Oui, ben en fait, il faut l'éthique, ça c'est aussi dans l'ADN de Wapikoni. Mais nous, ce qui est important, c'est de faire un travail propre et professionnel parce qu'il y a toutes sortes de façons de téléverser des données, puis c'est pas toujours fait proprement. Alors nous, on a vraiment une éthique de travail de ce côté-là, c'est qu'on s'assure de travailler très très proprement, de respecter aussi les particularités des gens avec qui on travaille. Comme dans le cas de Wapikoni, il y avait les particularités dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y avait des cinéastes qui voulaient absolument pas qu'on parle de leur travail pour des raisons personnelles. Donc ça, c'est important de respecter ça. Puis aussi, dans les données qu'on téléverse, on s'assure de pas téléverser des données personnelles, par exemple. Par exemple, dans la base de données de Wapikoni, on pouvait retrouver des numéros de téléphone puis des adresses courriel. C'est sûr que, en tout cas, nous, on va pas tout prendre d'emblée, mais on va vraiment choisir ce qui est publiable et ce qui est du ressort des données plus sensibles, mettons. Mm-hmm. Je reviens aussi sur un élément que vous mentionniez dans la première réponse. Elle était très complète, votre première réponse. À un moment donné, vous parlez des résultats pour Wapikoni. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. Quand vous regardez, vous êtes entré, vous avez travaillé, vous êtes ressorti, puis là, vous avez probablement regardé ce que ça donnait. Mais vous, quand vous regardez ça maintenant, les résultats pour Wapikoni, selon vous, là, avec votre œil, d'avant et après, qu'est-ce que c'est? Je parlais de l'arbre qui cachait la forêt. Quand on faisait une recherche, avant de faire cette démarche-là, Wapikoni ressortait très, très bien dans les recherches sur Google. Maintenant, quand on fait une recherche aujourd'hui, on voit les films qui sont produits. Donc, on voit le catalogue et on est capable de voir les cinéastes aussi. Fait que ça, c'est merveilleux, là. Je veux dire, l'objectif a été complètement atteint. Puis aussi, ce qu'on a fait, parce que ça, c'est une partie du travail. On a travaillé avec Wapikoni sur leur stratégie numérique. Et là, nous aussi, ce qu'on a fait dans notre diagnostic de présence numérique, on est allé voir partout où Wapikoni est présent. Comme par exemple, ils sont sur Vimeo. Wapikoni est sur YouTube. On est allé voir dans Wikicommons, on est allé voir sur IMDb. Puis là, on s'est assuré, on a regardé du côté de leurs métadonnées comment ils décrivaient les films, comment ils décrivaient l'entreprise, s'il y avait une uniformité ou s'il y avait des différences notables. Tu sais, c'est important que les métadonnées des films ou de l'organisme et tout ça soient homogènes ou uniformes, qu'on en parle de la même façon partout, sur tous les espaces numériques. Alors nous, on s'est assuré de ça. On a pointé justement, par exemple, juste un exemple de base, là. Par exemple, dans Vimeo, les tags, pour taguer Wapikoni, des fois c'était hashtag Wapikoni, des fois c'était hashtag Wapikoni mobile. Alors là, il y a un questionnement à savoir, est-ce que vous voulez vous définir comme Wapikoni ou comme Wapikoni mobile? Même chose sur Wikidata. Quand on fait une recherche dans Wikidata en français, c'est Wapikoni, mais quand c'est en anglais, c'est Wapikoni mobile. Tu sais, fait qu'on peut penser que c'est deux entreprises différentes alors que c'est la même entreprise. Donc, tu sais, on a pointé ces petites choses-là, souvent auxquelles on ne pense pas, mais qui sont très importantes dans une démarche de découvrabilité. Quand vous regardez ce projet-là, est-ce qu'on peut parler d'un projet de mutualisation de données? Est-ce que c'est ça? Quand on parle de mutualisation, souvent, le réflexe ou la compréhension des gens, c'est de dire « Ah ben oui, la mutualisation, c'est entre différents organismes. » Oui, c'est une définition, mais dans le cas de Wapikoni, il y a eu mutualisation, même si on parle d'un seul organisme, il y a eu de la mutualisation à l'interne, parce que tout le monde fonctionnait dans des silos. Avec des fichiers Excel, des documents Word, comme je le disais au début. Donc, il y a eu une mutualisation à l'interne. Et aussi, on peut parler de mutualisation avec l'externe, dans le sens que les données sont maintenant dans la base de connaissances mondiale qui est Wikidata. Donc, ils ont mutualisé leurs données avec le reste du monde. Alors, la mutualisation, c'est pas juste mutualiser des données entre organismes différents. Pour vous qui travaillez dans ce milieu-là, quand vous regardez la mutualisation des données, selon votre expérience, c'est quoi les bénéfices? Les bénéfices de mutualiser ces données, c'est que, premièrement, on est toujours plus fort à plusieurs que seul dans son coin. Ça permet de répondre à des questions auxquelles on peut pas répondre tout seul.
Ça permet de faire ressortir des tendances. Ça permet que les données soient interopérables. Ça permet de les croiser avec des données, par exemple, en santé ou en tourisme, dans d'autres secteurs d'activité, pas juste notre secteur à nous. Donc, ça décuple les réponses à différentes questions qu'on peut se poser. Andrée Harvey, cofondatrice de la Cogencia, merci d'avoir partagé cette expérience de travail et de mutualisation des données avec les gens de Wapikoni. Mais je te remercie beaucoup, Bruno, pour cette entrevue. Comme on vient de l'entendre, Wapikoni a effectué avec brio cette transformation organisationnelle en développant au sein de l'organisation cette culture de la collecte et de la valorisation des données. On a découvert le travail de fond qu'a effectué André et Véronique de la Cogencia avec le lot de défis que ça comporte pour que les films du catalogue de Wapikoni soient découvrables en faisant une simple recherche sur Internet.